Oui, les écologistes sont quand même des gens rompus et ils ont des politiques depuis un certain nombre d'années, ils ont des élus partout. On ne peut pas nous faire le coup de la... Ou alors ils reconnaissent que c'est des amateurs au bout de plusieurs années de mandat ou à tous les niveaux. Par rapport à ce que dit Alexis Bachelet, c'est une bêtise parmi les dizaines de milliers de conseils municipaux ou c'est de l'idéologie, il y a quelque chose de plus important. Mais justement, c'est la loi du nombre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous dites que la ficelle est un peu grosse. Sauf que, cher monsieur, quand il y a plusieurs ficelles, ça devient une corde. Donc ne vous étonnez pas qu'on vous pende avec. C'est même pas une ficelle, ça. C'est un fil, un fil de soie. C'est rien du tout. Si vous voulez, on a l'impression avec les Verts, de semaine en semaine, que vous jouez, passez-moi l'expression, qu'il y a un concours de cons. C'est à celui qui sera qui dira l'ânerie la plus grosse. On va essayer de se respecter les uns les autres quand même. Non mais je parle du mouvement général. Vous interdisez maintenant, donc vous êtes contre tout ce qui est à voile et à moteur, en fait, c'est ça ? 4 000 € la subvention. Mais c'est pas la question. Bah si, bien sûr que c'est la question. C'est ça, en conseil municipal, on voit... Ce qui est hallucinant, c'est que vous Monsieur Messia, je suis désolé, mais vous êtes d'une incompétence crasse. Chaque année, dans des conseils municipaux, on ne fait que ça. Il y a des subventions qui augmentent, des subventions qui diminuent. C'est un choix politique. Vous mettez un petit peu en touche, Alexis Bachelet, parce que vous prenez l'argument de l'importance de la subvention. 1 000 € d'un côté, 4 000 € et on en fait un cas d'école. Mais quand on a accordé 2,5 millions de subventions à la mosquée de Strasbourg, là, le montant était suffisamment important pour qu'on en parle. Ou ça aussi, il faut le mettre sous le tapis. Vous pouvez en parler. Voilà, alors qu'est-ce que ça signe? S'il vous plaît, messieurs, est-ce qu'on peut... Les écolos, ça ressemble de plus en plus à la secte Moon, en fait. C'est des illuminés qui, chaque semaine, arrivent avec une idée... Ils ne sont pas tous pareils. Alexis Bachelet. Monsieur Bachelet, sur le Yacht Club, parce que vous disiez pourquoi il faut le subventionner. Je vous rappelle quand même que les Yacht Clubs, de manière générale, accueillent aussi beaucoup d'enfants des banlieues, beaucoup d'enfants défavorisés pour faire des stages de découverte de voile. C'est peut-être pas le cas de celui-là. Il y a un biais social. Là, pour le coup, il y a un biais social que vous pouvez reconnaître. Un yacht club à Vincennes, c'est pas forcément un yacht club à Deauville et un yacht club à... Si vous n'aimez pas les bourgeois, vous ne pouvez pas être conseiller municipal à Vincennes. Écoutez, franchement... Allez, dernier mot contre. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette jeune femme qui a l'air très épanouie et très en conscience de ce qu'elle fait? Le problème, si vous voulez, c'est qu'on joue sur l'ambiguïté vestimentaire religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, les religieux vous disent « chacun s'habille comme il veut ». Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que le voile, c'est pas un bout de vêtement, c'est un bout de charia. C'est-à-dire que c'est un étendard religieux. Ça n'est pas simplement un vêtement neutre. Et on a en France des interdictions de porter un certain nombre d'accoutrements qui renvoient à des formes politiques, de totalitarisme, etc. Donc effectivement, le voile, pour moi, n'appartient pas à l'identité française de manière générale. Personne ne rêve d'avoir une France qui soit couverte de femmes voilées, si vous voulez. On va déjà dans certains quartiers où vous avez une majorité de femmes qui sont voilées. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que le Français moyen se dit? On n'est pas en France. On n'est plus en France. Donc moi, j'ai le plus grand respect pour le monde arabo-musulman et j'ai le plus grand respect pour ces femmes qui veulent vivre leur religion concrètement au jour le jour, etc. Je leur dis juste que la France, c'est pas le meilleur pays. Pardon, Jean Messia, c'est pas le meilleur pays pour vivre sa religion. Vous êtes aussi au courant que moi que dans l'espace public, ces jeunes femmes peuvent porter ce qu'elles veulent. Là, il est question des mineurs et des accompagnants scolaires. Oui, mais justement, je suis d'abord. C'est autour de ces deux amendements que réagissent ces jeunes femmes. Mais ces deux amendements me semblent tellement évidents que je me demande pourquoi on les a pas fait plus tôt. Je veux dire, ils ne seront pas adoptés. Justement, mais c'est bien ça le problème, si vous voulez. C'est bien ça le problème. C'est que je pense que ça sert à rien, si vous voulez, de s'acharner à créer le monde arabo-musulman en France. Ce monde existe déjà. Donc c'est les gens qui estiment que vivre leur religion est inconfortable en France, personne ne les oblige à rester en France. C'est aussi simple que ça. Et a priori, c'est une très grande partie de ces jeunes femmes sont françaises, donc elles n'ont aucun. Il n'y a aucune raison à ce qu'elles quittent le territoire. Elles sont françaises alors deux choses. Elles sont françaises par le droit du sol, et on sait très bien que depuis 40 ans, il y a des gens qui sont devenus français par le droit du sol qui n'auraient jamais dû l'être. Ça, c'est la première chose. Donc il va falloir. Oui, mais maintenant, il va falloir. Il va falloir faire la remigration. Non, il va falloir juste traiter ce problème. Enlever les cartes d'identité. L'autre, j'avais une petite fille voilée.
Mais évidemment, mais alors là, mais moi j'en ai vu en burqa, Julien. Juste pour dans la religion catholique, j'étais petit, on m'a mené au catéchisme, on me mettait une orbe parce que j'étais, enfant de cœur. Ce que je veux dire, c'est que je ne choisissais pas à ce moment-là. Je n'ai pas choisi de cette pratique-là. Vous pouvez pas comparer votre pratique du catéchisme comme vous faisiez quand vous étiez enfant au fait qu'une petite fille se voile. D'abord parce que il vous a pas échappé que si la République est laïque, la France est chrétienne, donc vous allez au catéchisme comme un petit Marocain fréquente la mosquée. Le Maroc. La France, elle n'est pas chrétienne. Excusez-moi, je peux pas vous. Ah oui ? Non, la France. Quand vous sortez dans la rue, vous voyez quoi ? La France, elle est laïque et républicaine. Non, la République est laïque. Excusez-moi. Elle a des racines la France chrétiennes. est républicaine. La France, le débat on l'a eu 1000 fois. Oui. La France, elle est républicaine. C'est-à-dire que la France, en tant que république, elle a des racines effectivement qui sont chrétiennes, c'est une chose, mais elle n'est pas chrétienne. C'est pas du tout la même chose. Elle est chrétienne. Ah oui, non, mais si vous dites elle est chrétienne, alors elle a des racines chrétiennes. Mais quand vous sortez dans la rue, vous voyez pas des pagodes. Vous voyez bien des églises. On a compris. Dans un pays où les gens ont le droit d'avoir une spiritualité et de considérer qu'à un moment donné, la manifestation de la spiritualité, c'est de porter une croix pour les uns, c'est de porter une kippa pour les autres, et c'est de porter. Il y a une certaine. Jean Messia, ça veut dire qu'on interdit tous les signes religieux, non ? Monsieur Bachelet. Encore une fois, les amendements concernent l'école pour les accompagnants et les jeunes mineurs. Il y a dans l'art de vivre français, il y a dans l'art de vivre français la notion de discrétion religieuse. C'est-à-dire que vous avez le droit de croire dans ce que vous voulez, mais vous portez pas votre foi en bandoulière et vous imposez pas dans l'espace public. C'est à l'État de décider qui. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les jeunes filles, on parlait des mineurs il y a un instant, les jeunes filles qui portent le voile quand elles ont 6 ou 7 ou même avant, même 5 ans, ce sont des filles qui sont conditionnées. C'est-à-dire que quand on leur met le voile, on leur dit que c'est un objet libidineux, que si elles ne mettent pas le voile, elles iront brûler dans les flammes de l'enfer. Et tout ça crée une atmosphère de conditionnement tant et si bien que quand elles arrivent à 18 ans et qu'elles vous disent « moi je porte le voile de manière tout à fait libre », forcément, vu qu'on l'a obligée à le porter depuis toute petite et qu'on lui a expliqué des conséquences apocalyptiques toutes les religions pratiquent ça. Toutes les religions non mais d'accord, mais plusieurs erreurs font pas une vérité jusqu'à nouvel ordre. Je pense que c'est un peu une méthode Coué en fait. C'est que s'il ne déconfine pas, s'il ne sort pas un minimum des restrictions au mois de mai, pour moi ce sera la révolution. Parce que tout le monde attend un peu ça, attend un peu cette échéance comme on attend le Messie, si je puis dire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport aux autres pays autour de nous, comme la Grande-Bretagne et même la Suisse, qui ouvrent, prolonger en France l'état d'urgence sanitaire, ou en tout cas les restrictions et les fermetures, ça reviendrait ni plus ni moins qu'à signer des deux mains l'échec de la politique. Donc il faut bien qu'il montre qu'il réussit sa politique en ouvrant, ne serait-ce que partiellement. Donc pour moi, il s'agit ni plus ni moins que d'une méthode Coué. D'abord parce que le pays n'en peut plus, et aussi parce que les pays qui ont adopté d'autres stratégies non européennes, en l'occurrence, sont en train de vaincre l'épidémie. Il serait quand même ballot que la France, dont le gouvernement nous explique depuis le début que la stratégie poursuivie a été la meilleure, qu'ils font tout, etc., se trouve à être le dernier des Mohicans des fermetures et des confinements. Effectivement, dans cette crise, les pays qui ont su prendre des risques sont aussi les pays qui s'en sont le mieux sortis. Je suis d'accord avec la prise de risque. On a beaucoup jeté la pierre à la Grande-Bretagne en disant « Ah oui, mais ils ont fait une mission pour avoir un vaccin, ils ont contracté à l'avance pour provisionner des doses alors que le vaccin n'était pas encore homologué, ils ont pris un risque énorme parce que le vaccin aurait pu ne pas l'être. » Et puis finalement, on voit qu'effectivement, ce sont les pays les plus audacieux, comme disait Frédéric Legrand, l'audace, toujours l'audace. Ce sont eux qui aujourd'hui réussissent le mieux. Évidemment, si vous voulez prendre aucun risque, et comme disait Elisabeth, si vous vous axez toujours sur l'hypothèse la pire pour axer votre politique, on n'en sort pas. Ou que vous attendez. Messia. Et je vous laisse répondre Jérôme Marty, mais d'abord un mot de Jean Messia. Je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'au nom de quoi on interdirait aux gens de commenter la réalité, parce que c'est une réalité qui nous concerne tous. Alors on n'a pas le même biais pour l'analyser, mais je veux dire, à ce moment-là, Emmanuel Macron n'est pas médecin non plus, le gouvernement, c'est pas des médecins. Il est épidémiologiste. Donc, voilà. Ah oui, et immunologiste. Voilà, donc cœur de France. Si à chaque fois qu'on n'est pas spécialiste d'un sujet, on est sommé de se la fermer. C'est pas tout à fait ce qu'a dit Jérôme Marty non plus. C'est pas ce qu'a dit Jérôme Marty non plus. Vous avez dit quelque chose de très important. Effectivement, la décision, c'est un peu ce que j'essayais de dire au début, c'est-à-dire que la décision qui est prise n'est certainement pas une décision sanitaire, parce qu'en fait,
quand vous avez raison, on maîtrise l'épidémie en dessous de 5000 cas, on doit être aux alentours de 40 000. Donc en fait, on maîtrise l'épidémie. On peut voir les chiffres du jour en même temps. Quand elle est au stade d'un pétard, et aujourd'hui on a une bombe au napalm. Donc évidemment, on ne peut pas dire qu'on la maîtrise. Jean Messia. Non, mais moi je pense que décorréler le débat de l'opportunité de la réouverture en mai, du débat du rythme et de la cadence vaccinale, me paraît quand même suranné. Il faut bien savoir que les pays qui aujourd'hui sortent de la pandémie commencent à ouvrir. On a beaucoup parlé d'Israël, beaucoup parlé de la Grande-Bretagne. Ce sont aussi des pays qui ont vacciné à une telle cadence qu'ils ont atteint une forme d'immunité collective qui leur permet d'ouvrir. Alors je veux bien effectivement les mesures de confinement, les autotests, etc. Mais ça c'est des pis-aller. C'est justement en attendant que le... Ah bah si. C'est-à-dire que... si, justement. Non mais attendez. Ça serait complémentaire. Oui. Très complémentaire. Oui, mais c'est-à-dire l'arme absolue, l'arme de destruction massive du virus qui nous permet effectivement de le vaincre et d'avoir une vie normale, c'est le rythme vaccinal. Ce que vous semblez ne pas comprendre, Jean Messia, est mort-né finalement. C'est-à-dire, moi, il y a vraiment un truc que je pige pas, parce que aujourd'hui même, Jean Castex a fait une déclaration en disant qu'il fallait justement continuer à vacciner AstraZeneca, que c'était un vaccin Angela Merkel s'est fait vacciner aujourd'hui à AstraZeneca. Il y a quelque chose d'incompréhensible. D'un côté, vous avez une ministre qui dit c'est un vaccin qu'on va arrêter. Donc, en fait, pourquoi on va l'arrêter? Les gens comprennent que si on l'arrête, c'est parce qu'il y a un problème dessus. Parce que s'il n'y avait pas de problème dessus, on ne l'arrêterait pas. C'est le bon sens. Et d'un autre côté, vous avez le chef du gouvernement qui vous dit non, allez-y, go, il n'y a pas de problème, vaccinez-vous, on a des doses. Donc, qu'est-ce que le Français moyen, qu'est-ce que le Français que je suis doit comprendre de cette cacophonie? Là, je ne sais pas. Oui, après, quand on dit il y a des intérêts de Big Pharma, quand on disait ça il y a plusieurs mois déjà sur les plateaux, je me rappelle, on disait qu'il y a quand même une grosse économie derrière, un chiffre d'affaires monstrueux qui va être fait sur la base de ces vaccins. On nous disait vous êtes complotiste, il n'y a pas de Big Pharma, etc. On découvre aujourd'hui des chiffres d'affaires et des chiffres tout court à donner le tournis et on comprend mieux pourquoi, en tout cas, on peut estimer pourquoi, ou comprendre mieux pourquoi des remèdes comme la chloroquine du docteur Raoult, du professeur Raoult, a été dézingué. Parce qu'entre un vaccin... Pourquoi faut-il forcément trouver un rapport de cause à effet entre les deux? 12 €, qui va coûter 19 €. Un médecin qui a dit juste avant qu'il n'y avait pas de remède. Et la chloroquine qui coûte 2 balles, effectivement, le choix... Mais là, franchement, Jean, vous charriez grave de mettre les deux en rapport, hein, mon cher Jean. Pourquoi est-ce que vous créez forcément ce rapport? On parle des doses et des prix de Pfizer, et vous créez ce mécanisme complotique pour expliquer pourquoi... Pas de mécanisme complotique, c'est-à-dire... un petit peu quand même. Non, mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, les montants en jeu sont suffisamment considérables. D'ailleurs, je ne leur reproche pas que les laboratoires pharmaceutiques cherchent à dézinguer des concurrences, qu'elles soient d'ailleurs vaccinales ou en termes de remèdes. C'est tout à fait normal, ça s'appelle le marché. Donc toute la communauté scientifique mondiale est achetée. Non, alors. mais attendez, on a eu des études du Lancet sur les vaccins au début, rappelez-vous, c'était des véritables arnaques sur des patients victimes, etc. Ne votez pas en touche, répondez à ma question. C'est quoi la question? Que vous êtes en train de nous dire que sur l'histoire des vaccins des profits, pardon, mais ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que des gens donc ont comploté contre la chloroquine. Non, pas du tout. Ont voulu arrêter la chloroquine parce que c'était pas assez cher et que ça rapportait pas de fric. Mais c'est ça attendez, que vous madame, dites. juste un petit instant, Elisabeth, il y a quand même... On nous explique que des personnalités, des éminences comme le professeur Perron, comme le professeur Raoult ont disparu des plateaux télé parce que soi-disant ils avaient menti. On l'entend toutes les semaines. À ce rythme-là, il faudrait qu'Olivier Véran et même qu'Emmanuel Macron disparaissent des plateaux télé parce que les plus grands menteurs dans cette crise, ça a quand même été le gouvernement.